Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un bout de temps que j'ai rien posté, désolé. Je vous avais prévenu qu'avec les cours ça allait être un peu compliqué à accumuler. Mais je suis là et avec les révisions des oraux, il y a eu beaucoup d'exos un peu sympas que je me suis dit que je pourrais vous partager. Sauf qu'avant de vous partager tout ça, il faut à tout prix que je vous fasse les deux vidéos que je vous avais promis, en maths et en physique, sur les matrices compagnons et le théorème de Bernoulli. Donc ici, c'est un exercice vraiment super sympathique parce que il n'est pas très dur déjà. Et puis, la théorie derrière est très intéressante et ça permet de faire un petit point de cours sur les endomorphismes cycliques. C'est un classique qui tombe au concours souvent en algèbre. Même en banque PT, c'est tombé, bon, sous une forme très appliquée, mais c'est tombé. Donc c'est super intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous conseille, si ça vous intéresse plus, d'aller checker ce sujet plutôt. Donc c'est le Central Math 1 MP de 2019. Je dirais que j'ai écrit 2015. Non, c'est 2019. Voilà. Donc il traite des endomorphismes cycliques, des matrices compagnons, et à la fin, euh, de la décomposition de Frobenius. Donc, en fait, la décomposition de Frobenius, ça consiste à décomposer une matrice en matrice diagonale par bloc de matrices compagnons. Voilà, c'est très très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. Voilà. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous parle de matrice compagnon et d'endomorphisme cyclique, c'est que l'un permet de caractériser l'autre, ou ça marche dans les deux sens, comme c'est une caractérisation. Mais donc première définition, ou caractérisation, ou propriété. Caractérisation, je vais mettre caractérisation. Si on se donne un endomorphisme U dans E, U est cyclique, c'est équivalent à ce que donc, la matrice de U dans une certaine base, il existe une base de E telle que la matrice de U dans cette certaine base soit une matrice compagnon. Matrice compagnon, je vais me TCP comme ça. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et en fait, ça se démontre assez naturellement. Mais je ne vais pas le démontrer euh, parce que la démonstration, c'est dans les premières questions du sujet, je crois. Voilà. Il y a une implication qui est très simple, l'autre implication qui est un peu plus dure à montrer. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier, ça se fait très bien. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Et ensuite, de manière générale, bon, c'est bien de rappeler ce que c'est un endomorphisme cyclique, hein. Je pense que, voilà, U est cyclique si il existe un vecteur X dans E, tel que, tel que E, ce soit le vecte des UJX. J parcourant N, voilà. Et donc, cet espace-là, c'est, on note EUX, et donc c'est le sous-espace cyclique. Donc, sous-espace cyclique. Voilà. Et si E est de dimension finie, E est de dimension finie, dans ce cas-là, E sera le vecte des donc dimension finie n, voilà, n dans grand N, E sera le vecte des x, ux, un de x. Voilà, donc ça nous donne une base assez sympa en fait qui est constituée donc de la composition successive de u appliquée au vecteur x et en fait en dimension 2, on se rend compte que sur la base de cette définition, euh, pratiquement tous les endomorphismes sont cycliques. En fait, autrement dit, tous les endomorphismes qui ne sont pas des homothéties sont cycliques. Bah oui, parce que si c'est une homothétie, donc en dimension 2, je vais le mettre, hein, donc tous les endomorphismes sont soit cycliques, soit des homothéties. Homothéties. Parce que donc en fait, il suffit de considérer la famille XUX. Voilà. Donc cette famille, elle est libre si et seulement si U n'est pas collinéaire à X. Et ce cas-là, il est vérifié seulement si U est une homothétie. Voilà. Et donc si cette famille est libre, elle est génératrice de E en dimension 2.
Voilà, c'est une petite propriété, mais intéressante, hein. Je pense que ça permet de bien illustrer cette propriété. Et ensuite, en dimension n cette fois, en dimension n, on peut dire quelque chose. Donc, si on donne un endomorphisme U qui est donc qui admet n valeurs distinctes, autrement dit qui U est sans des simples, et bien dans ce cas-là, U est cyclique. Alors, c'est pas naturel, hein, là comme ça tout de suite, je vois pas pourquoi ce serait le cas, mais ça se démontre, et la démonstration, elle est assez sympatoche parce qu'à un moment donné, on retrouve la matrice de Vandermonde. Et pour le démontrer, je vous conseille de considérer, donc je vous le laisse en exo, mais vous pouvez considérer le vecteur x qui est la somme des xi de i égale 1 à n. Donc xi, i dans un n, c'est les valeurs propres, enfin les vecteurs propres plutôt, associés à so, qui a 2s, associés aux valeurs propres lambda i. Voilà. Considérer ces vecteurs, appliquer U, écrire la matrice de U, et puis à un moment donné, vous retomberez sur une matrice de Vandermonde. C'est assez intéressant. Voilà, donc je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses sur les endomorphismes cycliques, surtout que ce n'est pas le sujet principal, mais je tenais quand même à faire une petite aparté. Donc là, on va passer à l'exercice. L'exercice en lui-même. Voilà, donc les premières questions, elles sont très simples. La question A, il suffit de dire le rang de CP. Donc si A0 égale 0, enfin on va faire déjà différentes 0. Si A0 est différent de 0, dans ce cas-là, toutes les colonnes elles sont libres. Bon, il faut quand même le rédiger. Donc on note les colonnes C1 jusqu'à Cn. Dans ce cas-là, les colonnes, du coup, Cn, C1, Cn-1, elles sont échelonnées. Échelonnées. Dans la base canonique. Base canonique de Mn. Alors à chaque fois je me trompe, c'est 1 ou n avant, donc M, ligne, colonne, Mn1. Mn1 de C, voilà. Donc forcément, bah en fait non, juste ça, donc forme une famille libre. Donc forme une famille libre. Et donc voilà, on conclut sur le rang de CP, c'est égal à n. Et puis si A0 cette fois est égal à 0, dans ce cas-là, c'est les n-1 première colonne qui sont libres. Jusqu'à Cn-1 sont échelonnés, oui, donc libres. Dans la base, et en fait, c'est pas vraiment la base canonique, parce que voilà, faut ordonner bien les vecteurs pour dire dans quelle base sont échelonnés. En fait, il suffit juste de bouger le premier vecteur, hein, si on remarque, il suffit de bouger le premier vecteur. Donc en fait, c'est. Il faudrait que j'introduise juste des notations, mais dans la base, on va mettre des petits e, voilà. Dans la base E2, EN, E1. Et en fait, la base E1 jusqu'à EN, c'est la base canonique et maintenant de C. Et donc, et en plus de ça, voilà, en plus de ça, la dernière colonne, c'est juste une combinaison linéaire, DAK, CK, K égale 1, N-1. Et donc voilà, le rang, c'est N-1. Donc la caméra a encore coupé, désolé. J'en étais à la question B. Il disait que les N-1 première colonne de CP lambda IN sont échelonnées dans la même base que précédemment. Et donc, dans ce cas-là, on peut conclure sur le rang qui est au moins égal à N-1. Parce que les N-1 première colonne de CP sont libres. Et en fait, il est égal à N-1 si elles sont libres et que la dernière combinaison linéaire d'N-1 première. Et il est égal à N dans le cas contraire. Et puis ensuite, on cherche à conclure sur la dimension des sous-espaces propres. Pour ça, on se donne un lambda dans le spectre. Et par définition, les dimensions du sous-espace propre associées à la valeur propre lambda,
et enfin plutôt simplement le sous-espace propre aussi à vers le propre lambda, et non vide. Donc la matrice CP moins lambda IN n'est pas inversible, donc ces colonnes sont pas libres, donc son rang est inférieur ou égal à n-1. On a une double inégalité, et on peut conclure sur l'égalité du rang. Et pour conclure sur la dimension des sous-espaces propres, il suffit d'utiliser le théorème du rang appliqué à la matrice CP moins lambda IN, et on trouvera que la dimension de E lambda, c'est égal à n moins n-1, c'est-à-dire 1. Donc, tous les espaces propres de CP sont des droites vectorielles. Voilà, c'est assez intéressant, et ça sera utile justement pour la troisième question, qui est montrer que plutôt que qui de CP, donc c'est-à-dire le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est moins 1 puissance n fois P, et donner une condition nécessaire et suffisante pour que CP soit diagonalisable. Voilà, donc c'est une question calculatoire, voilà, je ne me suis pas cassé la tête. Ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai tout écrit, le déterminant de CP moins xin, et puis j'ai fait une opération astucieuse, donc c'est assez classique pour des calculs de déterminants. On cherche à trouver le plus des zéros possible pour développer et simplifier le problème. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est que à L1, on fait recevoir L1 plus x fois L2 plus x carré fois L3, etc. jusqu'à xn-1 fois Ln. Et ça, c'est intéressant parce que sur le coefficient en haut à droite, on retrouvera moins p. Parce que on a moins A0, moins x fois A1, moins x carré fois A2, moins x3 fois A3, etc. jusqu'à moins xn-1 fois AN-1. Et donc voilà, on retrouvera le polynôme P ici. Très bien. Et puis, si on développe... Bon, après, les autres coefficients, on s'en fout un peu. Hein. Cette colonne-là, on n'en a rien à faire parce qu'elle va disparaître dans le développement. Et puis, l'avant-dernière colonne, on s'en tape aussi parce que cette matrice-là, elle est triangulaire. Donc, le déterminant de cette matrice-là sera juste 1, en fait. Donc, si on développe ici, par rapport à cette colonne, ça et ça se barre. Il ne nous reste que cette colonne fois moins p puissance moins 1 nième colonne première ligne n plus 1. Donc on a moins, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Il y aurait juste moins 1 puissance n fois p de x. Donc c'est ce qu'on nous demandait. Et puis on cherche une condition nécessaire et suffisante pour que donc CP soit diagonalisable. Bah, franchement, ça va pas être bien compliqué, hein, parce qu'on connaît déjà les dimensions des sous-espaces propres, et ils sont tous égaux à 1. Donc, il faut nécessairement que toutes les racines du polynôme caractéristique soient de multiplicité 1, parce que CP est diagonalisable si et seulement si les multiplicités des racines collent avec la dimension des sous-espaces propres. Or, la dimension des sous-espaces propres est égale à 1. Donc, il faut que la multiplicité des racines soit égale à 1. Donc, que qui de CP soit sans descente. Voilà. Très bien. Et puis, pour la question D. Alors, la question D, elle est un peu plus théorique, un peu plus intéressante, parce que on se donne un polynôme à coefficient entier, et donc on l'écrit sous sa forme scindée dans C, c'est-à-dire avec ses racines lambda k complexe. On se donne un Q entier non nul, et on cherche à montrer que le produit des x moins lambda k puissance q, le tout élevé à la multiplicité de chacune des racines, appartient aussi à zx, donc, et aussi de coefficients entiers. Bon. Alors, là, comme ça, c'est un peu difficile de faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, parce qu'on parle de matrices, et là, tout de suite, on parle de polynômes. Bon, la question juste d'avant nous parle du polynôme caractéristique. Donc, je pense que ça va nous servir. Et ça va nous servir parce que, ici, on remarque que ces lambda k puissance q là, ce sont chacun
les racines du polynôme. Et tout à l'heure, on avait les lambda k racines du polynôme caractéristique. Donc, est-ce que on ne pourrait pas trouver une matrice de Mn de Z telle que les lambda k puissance Q soient ses valeurs propres? Et bah, en fait, si. On peut le faire parce que donc CP est diagonalisable dans C. Donc ça, plutôt trigonalisable dans C, excusez-moi. Trigonalisable. Voilà. Elle est trigonalisable dans C. Donc CP, elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Donc voilà, on va la noter T. Et donc T, c'est donc les lambda 1, lambda n, avec des trucs là et des zéros ici. Très bien. Et donc les lambda i sont répétés avec leur ordre de multiplicité, hein, évidemment. Et en fait, c'est un peu voilà, la récurrence classique qu'on faisait en sup. CP puissance q, elle est aussi semblable à T puissance q. Parce que CP donc, égale P, T, P-1, avec P dans GLN de, donc G, ln de, du coup ici c'est Z. Donc CP carré, c'est égal à PTP-1 fois PTP-1. P-1P, c'est IN. Il nous reste juste PT carré P-1. Il suffit de faire une récurrence sur Q et on retrouve que CP puissance Q est égal à PT puissance Q P-1. Donc CP puissance Q est semblable à une matrice triangulaire élevée à la puissance Q. Donc cette matrice-là, elle contient sur sa diagonale les lambda I puissance Q, comptées avec multiplicité, et son déterminant, plutôt son polynôme caractéristique, c'est-à-dire les déterminants de t puissance q moins xin, c'est égal à moins 1 puissance n, si on factorise le moins 1 ici, fois le produit de k égale 1 à p des x moins lambda k puissance q, donc c'est ce qu'on trouve sur la diagonale, compté avec leur multiplicité. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on comprend bien que le polynôme caractéristique de cp puissance q, c'est exactement moins 1 puissance n fois le polynôme dont on nous a parlé tout à l'heure, le polynôme de l'énoncé. Voilà, on va le noter q. Et donc, bah, c'est assez facile de conclure sur ces coefficients, parce que CP, elle a un coefficient dans Z, c'est dans Mn de Z, puisque P aussi est dans Mn de Z. P plutôt est dans Zx. Et donc la matrice CP puissance Q, elle a aussi ce coefficient dans Z. A aussi ce coefficient dans Z. Bah oui, puisque Mn de Z, il est stable par produit. Et en fait, on peut conclure directement. Son polynôme caractéristique aussi est un coefficient dans Z. Donc, xi de CP de Q aussi. Et donc, si ça, c'est un coefficient dans Z, ça aussi. Et voilà. Donc, Q aussi. Q égale le produit des x moins lambda k puissance Q mk k de 1 à P aussi. Voilà. Et donc voilà, là c'est assez intéressant parce que souvent on utilise des polynômes pour résoudre des problèmes matriciels. Voilà, les polynômes d'endomorphisme. Ici, on a fait le chemin inverse, on a utilisé des matrices pour résoudre des problèmes polynomiaux. J'ai trouvé ça assez élégant, assez joli. Et c'est une belle solution pour montrer que Q est aussi dans ZX. C'est pas naturel comme ça. En tout cas, on ne peut pas conclure tout de suite. Et voilà, je trouvais que c'était un bon chemin, très joli. Si quelqu'un a une autre proposition pour cette question, en passant pas par le polynôme caractéristique de CP puissance Q, je suis preneur. Ça peut être aussi intéressant de voir s'il y a une façon un peu plus calculatoire de le faire. En tout cas, voilà, c'est fini pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup de coupures dans la vidéo et je suis moins à l'aise en maths qu'en physique. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous trouvez que ma langue a fourché à certains moments ou qu'il y a pu avoir certaines impressions de vocabulaire qui ne seront absolument pas, bon déjà qui seront bien reçues, mais qui seront, vous l'aurez compris, pas du tout voulues, hein. J'essaie d'être le plus précis possible
le plus rigoureux, mais j'aurai l'honnêteté intellectuelle pour avouer mes erreurs, vous en faites pas. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous avez trouvé ça utile, et me dire ce que je peux améliorer dans ma présentation. Les maths, c'est pas mon domaine de prédilection, mais ça me fait kiffer d'en faire. Donc il y aura occasionnellement des vidéos de maths. Voilà. En attendant, portez-vous bien et merci pour votre écoute.